Okay, so the question we are asking today at the roundtable is what our advanced L2 learners or those almost bilingual or bilingual individuals do in the real life with their bilingualism, or maybe thanks to their bilingualism. Real life, like the school environment, the workplace, the society generally. I mean, what do they do with the language? How do they live? What's going on once they have left the school, basically? Okay? Et pour réfléchir à cette question, j'ai invité donc les représentants des institutions où la recherche sur l'apprentissage de la langue, l'évaluation, le maintien des habiletés langagières se fait au quotidien et en situation de défi quotidien de vivre dans des environnements bilingues ou en langue seconde. Donc, on a aujourd'hui avec nous Jennifer Adams et Denis Cousineau de Ottawa-Carleton District School Board, conseil scolaire public d'Ottawa-Carleton. On a Ludmila Kefalova et Jennifer MacDonald de la fonction publique, public service. We have heard a lot about public service since yesterday, so here they are. Et Elisa Beaulieu from Center for Canadian Language Benchmarks, which is basically an organization implementing language policy of Citizenship and Immigration Canada. Donc, sans plus tarder, je ne prendrai pas le temps. Moi, je vais être juste modératrice. Je laisse la parole à Denis et à Jennifer. Et pardon, avant que je vous laisse la parole, can we go back? No, oui. C'est le premier, oui. Ici, là, ici. Oui. Oui. Non, à côté, de l'autre côté. Non. Non, voilà. Celui-là. Attends, okay. je le fais. Non. OK, tiens, je te laisse. Okay, je le fais juste une minute. Parce que c'est important, et je l'ai oublié. Slideshow, from current slide. Pardon, pourquoi ça se... Voilà, OK. Donc, les questions que j'ai posées à nos panélistes aujourd'hui et que je vous pose à vous sont les suivantes. What level of bilingualism do adult and young adults reach? I mean, since when do we call them bilinguals? Okay. How do we define a high level of bilingualism? So, who is this highly bilingual individual? How do bilinguals use their skills? And how do they maintain their gains? So, those are the questions I did ask myself, you, and our panelists. They will have 10 minutes each group, and then you will have 20 minutes for a panel discussion. Okay. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici parmi vous. Je m'appelle Jennifer Adams, je suis la directrice générale du conseil scolaire Ottawa-Carleton. C'est le conseil scolaire le plus grand ici dans la région et c'est un conseil scolaire anglophone et public. Et je suis ici avec Denis Cousineau. Denis et moi, on a travaillé depuis longtemps ensemble. Lui, il s'appelle un coach. Il travaille avec tous nos profs, surtout au niveau secondaire, dans la français langue seconde. On se pose cette question depuis les 4 questions depuis un moment dans le conseil scolaire. Nous sommes un conseil scolaire qui donne la formation à 70 000 élèves dans la région. Alors, c'est un grand conseil scolaire et on a le plus grand effectif dans le programme d'immersion dans le pays. Alors, on a 3 programmes, très vite fait, un programme de base qui commence à la maternelle, 2 programmes d'immersion, un programme qui commence en 4e année, un autre qui commence tout de suite au jardin, la maternelle pour les 5 ans. En 2006 et en 2008, on a commencé on voulait avoir une idée de qu'est-ce que ça voulait dire nos programmes et est-ce que les programmes étaient organisés d'une façon où tout le monde puisse en profiter et qu'on a le rendement le plus grand. Et c'était très intéressant. On a commencé avec une étude au niveau alimentaire
de cette étude, il y avait quelques changements. Avant, on avait un troisième point d'entrée pour l'immersion. On avait éliminé ça pour vraiment se concentrer sur les deux autres points d'entrée pour l'immersion et pour le programme de base. Il y avait une grande défi pour vraiment améliorer nos programmes de base. On voulait que les parents qui s'inscrivent dans nos programmes en anglais aient la confiance et sachent que les élèves, leurs enfants, en quittant les programmes de base, auraient quand même un niveau assez bien pour bien communiquer, pour bien fonctionner dans la ville à Ottawa ou ailleurs. Pareil avec les programmes d'immersion, on avait un problème où il y avait une petite... il y avait l'idée que c'était que pour les élèves les plus brillants et que les élèves qui voulaient vraiment travailler en français. Et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de démocratiser les programmes d'immersion. Parce que toute la recherche avait montré que chaque enfant, quoi que ce soit, si c'était une fille, si c'était un garçon, si c'était un enfant avec des défis au niveau d'apprentissage, que tout enfant est capable d'apprendre une deuxième langue. Alors ça, c'était la base. C'était un travail énorme. Et puis 5 et 6 et 7 ans plus tard, on voit les résultats dans les salles de classe. Alors, je vais partager ça avec Denis pour voir quelques-unes des choses qu'on avait faites. Merci, Jennifer. On a une petite question ici, c'est que depuis les 5 dernières années, dans notre conseil, on a travaillé de façon très étroite avec le cadre européen commun de référence, CIFR, et le DELF. Donc, on a institué le DELF. En 2010, en mois d'avril, on a testé 85 élèves. On était très nerveux de toute cette logistique à mettre en place. Et cette année, on a testé plus de 1000 élèves. Et pour mentionner, une des choses, quand on avait fait l'étude au niveau secondaire, le problème avec nos programmes, et je dois avouer que c'était inquiétant, c'est qu'on n'avait pas de mesure pour vraiment savoir quel niveau de compétences linguistiques ils avaient à la fin de 12 ans, soit dans le programme de base, soit dans le programme d'immersion. C'est vrai qu'au ministère de l'Éducation, il y a un certificat pour les élèves qui terminent avec 10 crédits en immersion. Le problème avec ça, c'est que ça ne veut rien dire par rapport à leurs compétences linguistiques. Alors ça, c'était quelque chose qu'on s'est dit, ça c'est très important, le public ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on produit dans nos programmes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais amené ça au conseil pour discuter de ça. On avait amené ça aux parents, on avait amené ça aux enseignants. Et je peux vous dire que malgré le fait que c'est presque unique dans la province et également dans le pays, les profs, les enseignants, les élèves, les parents, le conseil scolaire, ils sont tous d'accord avec l'idée que c'est très important. Et on et Denis va expliquer comment ça a changé nos programmes, non seulement pour les élèves, mais pour les profs aussi. Donc, on va juste faire 2 petites mises au point. Premièrement, on va regarder ce qui s'est passé depuis les 4 dernières années par rapport à l'apprenant. Et selon moi, le plus grand facteur, c'est un facteur de motivation. Ce qui se passait auparavant, c'est qu'on avait énormément d'élèves qui avaient cette idée de sortir, par exemple, du programme de Core French, but can't really do French. Okay? I've learned French, but I can't speak the language. Donc, un manque de confiance presque total. Avec les élèves d'immersion, avec énormément d'heures, même les élèves nous disaient « Bonjour, M. Cousineau, sorry about my French, but I don't speak it anymore. » Donc, il y avait comme une idée que c'était tout ou rien. Donc, je ne suis pas vraiment bilingue. Et souvent, sur les apprenants en langue seconde, ça, c'est une difficulté. Ils ont l'impression que s'ils n'ont pas atteint la perfection, ils ne sont pas vraiment capables avec la langue. Ce que le cadre européen et le testing avec le DELF nous ont permis d'obtenir, c'est une nouvelle définition par rapport à l'acquisition de la langue. Donc maintenant, quand les élèves atteignent le niveau A2 ou se font tester au niveau A2, ils sont conscients des limites du A2, mais en même temps, ils ont l'impression qu'ils sont capables de faire des choses avec la langue. Donc, ils réussissent socialement à servir des gens, à être capable de travailler soit au McDonald's, soit chez Tim Hortons. Donc, ils sont capables de servir la clientèle, de comprendre et de fonctionner. Au B1, ce qu'on voit, et on a un grand nombre de nos élèves qui se font tester, on teste les élèves en 12e année,
les élèves sont conscients de leur débrouillardise. Donc, ils arrivent socialement à avoir des interactions. Et au B2, ben, c'est cette idée d'exceller avec la langue. L'idée qui est importante, c'est que le niveau B2, ça établit un genre de seuil pour le développement à long terme. En fait, dans tous les niveaux, c'est la même idée. Mais quand on est un B2 et on est un bon B2, on peut facilement s'imaginer comme adulte de pouvoir accéder au niveau C1, au niveau C2. Donc, en d'autres mots, avec la langue, on peut imaginer performer avec la langue et on peut imaginer même faire de l'argent avec la langue, donc ça, de façon économique. Ce qui est important aussi, attends, je vais te passer. Juste vite fait, je crois que par rapport à la première question que vous avez posée, le problème avant, c'était que pour nos élèves, le terme, le bilinguisme, c'était un oui ou un non, un noir ou un blanc. Et je crois qu'avec le travail que Denis et les enseignants ont fait dans notre conseil scolaire, que c'est que maintenant, ils voient que c'est tout un processus. Et ils voient que même tout au début, ils sont capables de faire des choses. C'est une question de qu'est-ce que je peux faire et pas la question de qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et ça a changé complètement l'esprit parmi nos élèves et parmi nos enseignants aussi. Je pense aussi, quand on définit le succès, c'est qu'auparavant, les élèves voyaient ça pas de façon intrinsèque, mais plutôt de façon extrinsèque. Donc, je dois bien réussir et je dois voir qu'est-ce que Mme Adams veut que je fasse. Donc, ce n'est pas nécessairement l'acquisition de la langue qui était au cœur de leur apprentissage, c'était l'idée d'avoir une bonne note dans son cours de français. Tandis que maintenant, avec le DELF et avec le cadre, ça ramène la responsabilité sur l'élève et donc la motivation devient intrinsèque. Juste pour vous donner statistiquement un petit peu des chiffres, voici à peu près la progression. Et ce qu'on voit, c'est une progression fulgurante par rapport à l'intérêt au DELF. Ça, ce sont nos chiffres. Et on a des gens maintenant, même quand on a des difficultés parfois, qui nous disent il faut absolument que je me fasse tester. Je veux. Donc, c'est un des rares tests où les élèves veulent se faire tester et ils apprécient énormément. La deuxième partie de ce que je vais clarifier ici, c'est ce que ça a fait au niveau de la communauté des enseignants. Il y a énormément de transformations qui s'est fait par rapport à tous les paliers. Donc, une des choses qu'on a fait de façon stratégique, c'est de former des correcteurs à travers tous les paliers, soit au secondaire, élémentaire et même au niveau primaire. Et on a formé des correcteurs. Et 2 fois par année maintenant, ces gens se rencontrent pour aller tester les 12e années. Et on a des gens qui ont compris, ou si vous voulez, qui ont été formés de la même façon, et on commence à avoir beaucoup de cohérence par rapport à la compréhension, par rapport à l'acquisition de la langue. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est en train d'établir une nouvelle culture. Ce que vous voyez ici aussi, ce sont des profs qui, lors d'une dernière journée pédagogique, et au centre de la journée pédagogique, c'était le développement des compétences linguistiques et qu'est-ce qui doit se passer dans les salles de classe pour qu'on arrive à développer la compétence et la confiance chez les apprenants. Donc, il y a énormément de travail qui s'est fait à Ottawa-Carleton, mais ce qui est intéressant pour nous aussi, ça se passe également à travers toute la province parce que nous participons à un genre de projet de leadership, si on veut, par rapport à un énorme projet sur le cadre européen. Et ces discussions-là sont en train de se passer à travers tous les conseils scolaires de l'Ontario de langue anglaise. Donc, je pense que ça, c'est à peu près notre petit discours et on va donner la parole aux autres personnes. Merci tout le monde. Hello, I'm Jennifer McDonald, and thanks. Sorry about that. I'm the manager responsible for the development of the second language evaluation tests that are used for most of the federal public service for staffing bilingual positions. And today I'd like to just give an overview, un aperçu de le système d'évaluation de langue seconde, les niveaux évalués, quelques innovations qu'on a récemment implantées pour s'assurer une évaluation valide et juste.
I'd like to just give you an overview of the legislative context. We do our testing to ensure that federal public servants can meet the obligations under the Official Languages Act, Parts 4 and 5. So one part is communication with and services that we provide as federal public servants to the public, and the other is in bilingual regions to ensure the ability of employees to work in the official language of their choice. Il y a aussi la loi sur l'emploi dans la fonction publique, et c'est là où la Commission de la fonction publique est donnée la responsabilité pour l'évaluation des compétences langagières. C'est un peu compliqué, mais c'était le Conseil de Trésor, qui est l'employeur, qui est responsable pour les normes de qualification, et nous sommes responsables pour les évaluer. There are the three levels that you might be aware of, A, B, and C, and they're found on the Treasury Board website that I have there. Je vais vous donner quelques exemples qui sont sur le site web. Il y a plus de ces exemples, mais ça donne une idée des tâches que quelqu'un ayant un niveau B à l'oral devrait être en mesure de faire. Donc, c'est donner et suivre des instructions, répondre à des demandes de renseignements courants, prendre part des réunions sur les sujets factuels et concrets, présenter des exposés sur les sujets concrets et répondre à des questions de suivi factuel, répondre au téléphone, comprendre des demandes de renseignements simples, etc. Donc, c'est rare, c'est pas fréquent qu'un gestionnaire exige un niveau A. Le niveau B est plutôt le niveau requis pour la grande majorité de postes dans la fonction publique. The C level is a little higher, and you can see in the description of tasks that there's much more emphasis on the complexity of the communication, the need to be able to persuade, negotiate, provide details, be able to deal with complexity or difficult situations. So give and understand explanations and descriptions involving complicated details, hypothetical questions, or complex and abstract ideas. So this is a minority of the positions, but it includes most executive level positions. J'aimerais aussi parler un peu de nos défis. Sur le plan d'évaluation, nous avons quelques défis, surtout le fait que les tests sont d'enjeux très importants parce que les candidats doivent réussir nos tests pour être nommés à un poste bilingue. Aussi, il y a un très grand nombre de tests administrés à chaque année. C'est entre 60 000 et 100 000 tests par année, dépendant de le niveau de dotation pour cette année. We also have challenges on the professional level, as all test developers do. Certainly, we have to ensure the validity, reliability, and the fairness of our tests. In particular, because of the context in which our tests are used, we pay specific attention to ensuring the equivalence of the French and the English versions of the test, because we have people competing for the same job from the different linguistic groups. Also, in terms of equity, we have to make sure that our tests are accessible. So we try to make them accessible by design, but we also have multiple formats for persons with special needs, Braille versions, lip reading versions, and so forth. On a aussi des défis organisationnels. Surtout, il faut qu'on assure l'efficacité et la sécurité de nos tests. Avec les enjeux élevés et les quantités de tests administrés à chaque année, c'est très important qu'on livre un service rapide et sécuritaire.
Tous ces défis ensemble amènent à quelques innovations. So some of the innovations that we've been working with recently is we've launched computer-generated testing for our reading and writing tests in the past 2 years. We had done that in 2008 for the oral test. Integrating experimental questions into our tests, so piloting our questions through our operations rather than standalone. And mandatory online testing, we implemented that last year. That helps with efficiency, security, and building our item bank. Pour les tests compréhension de l'écrit et expression écrite, il y a quelques caractéristiques que j'aimerais mentionner. Ils sont les tests à choix multiples, entre 60 et 65 questions chacun, avec 10 items expérimentaux qui ne comptent pas, pour le note des candidats. Je pense que c'est ça. For the oral test, it's a test that's individually administered to individual candidates and by an assessor, but they're using a computer system. And I have a bunch of DVDs if you want to get one for more information about that test. So c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi je m'appelle Ludmila Kefarova et je représente l'École de la fonction publique. Et nous, on a une branche de formation linguistique qui a pour mandat d'aider les ministères qui veulent fournir de la formation à leurs employés, justement pour qu'ils puissent répondre à leurs exigences en matière de langues officielles. Donc, c'est les ministères qui prennent les décisions et qui ont la responsabilité de la formation linguistique de leurs employés. Et le rôle de l'école, c'est de soutenir les ministères. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer très brièvement comment on fait ça. Et peut-être qu'il y aurait des aspects qui seraient plus pertinents pour notre rencontre ici que d'autres. Excusez-moi. Donc, on établit des plans d'apprentissage linguistique pour les employés qui vont aller en formation à temps plein. Et c'est fait, encore une fois, à la demande des ministères. C'est toute une batterie de tests d'aptitude en apprentissage de langue vivante et une entrevue de placement qui sont administrées aux candidats. Et à la suite de ce processus, un plan d'apprentissage est préparé qui indique au ministère surtout combien de temps ça prendrait aux candidats en formation à temps plein d'atteindre le niveau visé, B ou C. Le niveau A, je n'ai jamais vu effectivement de plan, comme Jennifer disait. Donc, ça, c'est un des aspects, une des choses qu'on fait pour aider les ministères. Et une fois que les candidats ont leur plan, bien, ils vont en formation linguistique. L'École de la fonction publique ne livre pas de services de formation directement aux apprenants de la fonction publique. Par contre, on collabore avec les ministères et notamment, il y a une offre à commande, excusez le jargon, je vais vous expliquer, c'est comme un méga contrat virtuel, si vous voulez, c'est comme une liste d'écoles privées, de fournisseurs de formation préqualifiés. Et les ministères peuvent aller se servir de ce méga contrat qui est déjà mis en place. C'est beaucoup plus simple pour eux que d'aller faire leur appel d'offres et de passer à travers tout le processus. Donc, nous, à l'école, on a travaillé de concert avec Travaux publics, qui est le ministère des Contrats, pour établir les normes de qualité de la formation qui serait livrée. Et une fois que ces contrats ont été mis en place en 2013, on continue à travailler avec Travaux publics et avec les fournisseurs de formation. On fait plusieurs choses, notamment on offre des sessions de formation à tous les professeurs et aux conseillers pédagogiques qui travaillent dans le cadre de ces contrats.
on fait des visites de salles de classe, on observe des périodes d'enseignement. On a un questionnaire de satisfaction en ligne que les apprenants sont invités à remplir, donc on peut voir s'il y a des choses à améliorer, et on intervient en cas de pépin, en cas de plainte. On a également une équipe de recherche et développement qui est responsable des programmes de formation qui sont entre autres utilisés dans l'offre à commande dont je viens de parler et qui élabore également des produits d'auto-apprentissage qui sont gratuitement disponibles pour tous les fonctionnaires en ligne. On a un système, un portail d'apprentissage en ligne et les fonctionnaires ont gratuitement accès à ces produits-là. Et finalement, on travaille avec les ministères qui en font la demande. On leur fournit des avis et des conseils sur deux aspects surtout. Mettre en place et maintenir une culture de travail bilingue. On a eu des contacts avec des ministères. On a travaillé avec eux pour les aider à établir des bonnes pratiques. Et aussi développer des solutions d'apprentissage. Donc, un ministère qui a, par exemple, un grand groupe d'employés qui doit atteindre tel niveau, pourrait communiquer avec nous, puis on va travailler ensemble avec eux pour établir une stratégie pour s'attaquer à ce défi-là. Alors, ça conclut vraiment très, très brièvement ce que j'avais à dire. Je pense que je suis allée plus vite que la musique, mais il y a toujours la période de questions après. Parfait. Bonjour. Alors, moi, je viens du Centre des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Je veux juste faire une petite... le Centre des niveaux de compétences linguistiques est un organisme à but non lucratif qui a développé l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens et qui en fait la promotion, qui maintient, qui révise l'échelle. Nous ne faisons pas partie du gouvernement. On est financé par Citoyenneté et Immigration Canada souvent, mais aussi par le ministère de l'Immigration de l'Ontario et différents gouvernements provinciaux. Alors, c'est juste pour montrer que nous ne sommes vraiment pas gouvernemental. Voilà. OK. Et la petite... Voilà. Alors, les niveaux de compétences linguistiques canadiens, c'est une échelle, c'est un cadre de référence, comme le cadre européen peut l'être, comme l'échelle de la fonction publique, d'accord? C'est une échelle à 12 niveaux, divisée dans les 4 habiletés, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, l'expression écrite, l'expression orale. Nous avons divisé l'expression orale et la compréhension de l'oral. Et si j'entends bien la fonction publique, c'est évalué en même temps, je pense. Oui, la compréhension et l'expression. Pour nous, on évalue séparément. Alors, nos tests font vraiment les 4 habiletés. Et l'échelle va du niveau débutant au niveau... Quand on est rendu au niveau 12, je vous fais remarquer qu'on dit la maîtrise de la langue par un locuteur natif hautement scolarisé. Donc, ce ne serait pas assez de dire que c'est un niveau équivalent à un locuteur natif, parce que c'est un niveau de français très élevé, que plusieurs locuteurs natifs n'ont même pas. Donc, ça, c'est l'échelle. Les principes directeurs des niveaux de compétences linguistiques canadiens, donc centrés sur les descripteurs, c'est une échelle qui décrit ce qu'une personne peut faire aux différents niveaux. Centré sur l'apprenant, centré sur les tâches, donc c'est toujours ce que cette personne-là aurait besoin de faire et est capable de faire à un certain niveau, et dans les contextes de collectivité, études et travail. Je veux préciser que l'échelle a été développée pour les nouveaux arrivants et les immigrants au Canada. Donc, ce n'est pas pour le public en général, ce n'est pas non plus pour les enfants. On parle d'adultes immigrants au Canada. Okay? Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus des tests que le Centre a développés et je vais en arriver plus particulièrement aux tests à enjeux élevés que nous sommes en train de développer en ce moment. Mais des exemples d'autres tests, le CELBAN, qui est un test pour les infirmières, qui existe seulement pour l'anglais langue seconde en ce moment.
C'est un test qui va à un niveau plus élevé, alors qui se rend jusqu'au niveau 10, alors pour confirmer que les infirmières qui ont été formées à l'étranger ont bien le niveau requis pour travailler au Canada en anglais. Nous avons aussi développé un test pour l'Ordre des ingénieurs en français et en anglais. Ça, c'est des tests à enjeu élevé. Nous avons ensuite des tests de classement. La BTC, qui est la batterie de tests de classement au NCLC, qui est le test qui, pour tous les nouveaux arrivants qui vont en formation linguistique. Donc, il s'agit de les placer dans un groupe pour la formation. Le CLBPT est l'équivalent du côté anglais. Maintenant, j'en arrive aux milestones et la BTR. Le milestone, c'est le test à enjeu élevé qui a été développé selon les Canadian Language Benchmarks et qui est pour l'anglais langue seconde. Et ensuite, la BTR NCLC, qui est plus mon domaine, parce que moi, je travaille que du côté français. Mais on travaille avec nos amis du côté anglais toujours, mais moi, je m'occupe des projets francophones. Donc, la batterie de tests de rendement au niveau de compétences linguistiques canadiens. Alors, notre test de classement, c'est un test qui évalue du niveau 1 au niveau 8. La formation linguistique qui est financée par soit le fédéral ou même le provincial ne va pas plus loin que le niveau 8 en général. Et même, c'est quand même assez rare. Il y a certains tests de niveau avancé, mais pas beaucoup. Alors, c'est plutôt dans les niveaux jusqu'à 6, 7 qu'il y a le plus de formation linguistique. Alors, 1 à 8, le test évalue les 4 habiletés séparément. C'est bien sûr pour les centres d'évaluation linguistique, pour les établissements d'enseignement. Ce n'est pas un test qui peut servir pour entrer à un collège, à l'université, pour avoir accès à un ordre. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas un test à enjeu élevé, ce n'est que du classement. Alors, aiguillé vers un programme de formation linguistique. Je m'excuse, j'ai un rhume, j'ai beaucoup de difficultés. J'espère que mon ton de voix ne va pas vous casser les oreilles trop. Alors, bon, je vous ai parlé un peu de la formation linguistique aux nouveaux arrivants, qui est vraiment, la formation linguistique, c'est pour l'établissement et l'intégration. Ce n'est pas pour atteindre des promotions au niveau du travail et tout ça. Citoyenneté et Immigration Canada est là pour soutenir les nouveaux arrivants dans leur intégration à la société canadienne pour trouver un emploi. Mais ensuite, quand on arrive à des niveaux plus avancés, à ce moment-là, ils devraient pouvoir fonctionner d'eux-mêmes. Pourquoi le développement d'un test à enjeu élevé? Parce que c'est nouveau. Il n'y en avait pas avant qui avait été fait pour le public en général. Il y en avait pour les infirmières, pour les ingénieurs. Maintenant, on nous a demandé de développer un test à enjeu élevé de façon générale pour tous les nouveaux arrivants. C'est un test qui va du niveau 3 au niveau 9 parce qu'il y avait un certain besoin pour Citoyenneté et Immigration Canada, pour différentes personnes, différents besoins. Merci. Je te casse les oreilles, hein? C'est subtil, mais j'ai compris. OK. Alors, ce test-là, ce n'est pas encore défini exactement. CIC ne nous a pas encore dit clairement à quoi il va servir, donc on les développe de façon assez générale. Il pourrait servir pour la citoyenneté. C'est pour les apprenants, avoir un niveau très défini, très clair de leurs compétences en français ou en anglais. Peut-être l'entrée au collège, université, les employeurs, les ordres professionnels. Donc, c'est un test qui pourrait servir à différentes choses. Alors, bien sûr, c'est un test qui est basé sur le NCLC, 4 habiletés aussi, niveau 3 à 9 que nous évaluons. Alors, 3 à 9, c'est un peu différent. La BTC s'arrête à 8. Nous, on va jusqu'à 9 parce que souvent, pour avoir accès à un ordre, on a besoin d'un niveau plus élevé. Donc, c'est le test qui va jusqu'au 3e stade des niveaux de compétences. Pourquoi c'est un test à enjeu élevé? Parce que le résultat a une conséquence sur la vie de l'apprenant ou du candidat. C'est pour ça que ça devient important. Ce n'est pas, bon, si le test de classement n'est pas juste, on va le changer de groupe. À ce moment-ci, la conséquence est importante. Il obtient la citoyenneté ou non. Donc, ça devient très important. Voilà. Bon, c'est sûr que, bon, je ne suis pas entrée dans les fondements. Combien? 2 minutes? C'est pas juste. Les autres ont eu plus. Non, je sais. Alors, OK. Alors, bon, modèle théorique, on va passer. Respecte les mêmes principes directeurs que les NCLC, bien sûr. C'est un test qui a été
développer, il fallait tenir compte vraiment de qui allaient être nos candidats. Alors, partout au Canada, majorité d'apprenants qui se retrouvent en situation minoritaire, mais ils pourraient aussi servir. Normalement, nous ne travaillons pas au Québec parce que le Québec a sa propre échelle. Mais si le test devait servir à la citoyenneté, à ce moment-là, il serait aussi utilisé au Québec. Donc, on a deux sortes de francophones ou d'immigrants francophones en situation minoritaire et au Québec. Donc, on avait vraiment tout beaucoup de critères, réalité linguistique, réalité sociale, réalité culturelle. Donc, c'était vraiment, il y a eu beaucoup de travail de fait quand on développait des textes, les items, comment on allait respecter et s'assurer que personne allait être biaisé ou aurait de difficultés à répondre aux questions du test. Il fallait vraiment y aller de façon générale et de penser à des situations authentiques que l'apprenant aurait vraiment vécues dans son temps au Canada. Okay? Alors, et on parle de peut-être entre 1 an et 3 ans. Donc, on ne va pas commencer à parler de cabane à sucre ou de choses qui sont peut-être trop régionales ou trop spécifiques au Canada, parce qu'on pourrait les perdre assez rapidement. Bien sûr qu'on respecte aussi religion, et il y a plein de choses qu'il fallait vraiment s'assurer que tout le monde avait, excusez-moi, avait vraiment la même chance de réussir le test. OK? Bon, je passe des choses parce que là, je suis trop dans le... Je dois être presque finie. Hein? OK, malheureusement, je dois m'arrêter là. J'avais encore bien des belles choses. Aperçu, c'est sûr qu'on aurait pu multiplier ici les différents ministères et les différents endroits où on vit au Canada en tant que bilingue. Mais vous avez déjà vu de ce petit aperçu que selon où est-ce que vous tombez, okay, where you will fall as a bilingual person in Canada, your situation may be very different. You may switch from one place where you were considered very bilingual and fall into another place where you will be not enough bilingual, even though you didn't lose your abilities. Then there is a challenge. What do I do if I have a good level and I don't want to lose it in both languages? So right now, the questions, please, that you may have to our participants. Can I ask you to go there so the camera can follow you behind the... Oui, but you don't want to follow me. Bonjour, Lise Badinet de l'ILOB. J'aurais une question pour Jennifer MacDonald. J'ai été intriguée par un aspect de vos tests à la Commission de la fonction publique, les questions expérimentales que vous passez à l'intérieur même des tests réels. Pourriez-vous élaborer sur leur nature et peut-être sur la calibration de ces tests-là? Oui, la calibration. Je vais parler en général des tests, des items expérimentaux. Ça veut dire qu'auparavant, à chaque fois qu'on voulait élaborer un test, on fait un exercice d'élaboration de contenu et des séances pilotes pour avoir des données pour voir quelles sont les questions, les items qui fonctionnent le mieux, lesquels on va garder et les difficultés de chacun des items. C'était très difficile de s'assurer que les séances pilotes avaient exactement le même profil de compétences que la vraie population. Donc, c'était difficile de calibrer l'échantillon avec ce qu'on avait pour bâtir un test qui était équivalent. Aussi, c'était très coûteux parce qu'il faut avoir au moins pour nous autres, 300 personnes pour chaque test pilote. Et par la suite, on garde 2/3 de ces items pour créer un test. Avec les tests générés par ordinateur, il faut une grande banque d'items pour avoir assez, pour avoir des versions
d'une difficulté et des spécifications équivalentes. Donc, on a vu que c'était vraiment impossible d'avoir assez de sessions pilotes et de calibrer tous ces items. Donc, on a commencé l'année passée de mettre 10 items qui étaient créés dans la même façon, qui respectaient les mêmes spécifications de test. Et on a mis ces items dans les tests actuels utilisés pour la dotation, mais les résultats de ces items ne comptent pas pour le score total. L'avantage, c'est qu'on a un échantillon de participants qui étaient représentatifs de la population et les statistiques étaient très fortes, très faciles de les utiliser. Et périodiquement, on met les anciens, on enlève les items, on met les nouveaux et on pourrait utiliser ces items pour élargir la banque d'items. Donc, c'est très efficace et en faisant ça, on pourrait agrandir et améliorer la banque d'items d'une façon continue. Une petite question suivante. Est-ce que les participants ou les personnes qui sont testées savent quelles questions comptent ou ne comptent pas? Non. Est-ce que c'est masqué? Dans l'information pour les candidats, c'est expliqué il y aura 10 items qui ne comptent pas, mais on n'indique pas lesquels. Parce que si ils savaient lesquels, ça ne fonctionne pas. On a essayé ça parce qu'on était un peu... on a pensé que la réaction des candidats serait négative. Donc, on a commencé avec un projet pilote où on avait des questions à la fin, facultatives, pour les gens qui pourraient les prendre. Donc, c'était pas efficace. Parce que c'est seulement les gens de très haut niveau qui les essayaient parce qu'ils avaient le temps, ils étaient motivés, parce que c'était pas une façon efficace d'avoir les bonnes données. Okay. Est-ce que ça veut dire que vous avez 70 questions au test ou si les 10 questions sont parmi les 60? On a 65 dans le test expression écrite. Oui. Donc, 10 de ces 65 ne comptent pas. Donc, le total, c'est sur 55. Oui, 55. 55. Bonjour, Mme McDonald. Mon nom est Chantal Bourbonnet. Je suis avec l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Puis nous, on remarque qu'il y a beaucoup un engouement pour le cadre européen de référence des langues. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Parce qu'on remarque que plusieurs des ministères d'éducation commencent à soit l'adopter ou s'en inspirer, tout ça. On voit qu'il y a vraiment un mouvement au niveau canadien. Puis j'aimerais ça voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que vous commencez à regarder ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans le futur où on pourrait commencer à parler le même langage? Oui, bonne question. Je vais juste donner un peu une histoire de nos normes de qualification. On a les 3 niveaux ABC. Ils ne sont pas les mêmes que le cadre européen parce qu'ils viennent au début de le Interagency Language Roundtable Scale aux États-Unis et c'était utilisé dans les années 80 pour créer nos normes de qualification. Donc, c'est très difficile maintenant avec, on a quelque chose comme 72 000 postes dans la fonction publique qui sont classifiés avec nos propres normes. Et on a bâti un système d'évaluation à partir de ça. C'était plusieurs années plus tard que le cadre européen a commencé et c'était devenu de plus en plus répandu. Par contre, quand on a fait l'analyse des besoins et la recherche pour élaborer le test de compétences orales, on a étudié de près le cadre européen pour changer la façon dans laquelle on évaluait les compétences. On a créé une grille d'évaluation avec le même esprit de
de le cadre européen, mais on avait dû apporter comme le cadre était un cadre, c'est quelque chose à adapter et on a fait ça. Donc, on a utilisé la partie qui était saillante, utile, mais c'est vraiment, on n'est pas bien positionné pour faire des changements des niveaux et de faire tout ça. Donc, on essaie le plus que possible de communiquer nos normes, mais c'est pas très facile maintenant. Oui, je peux comprendre. Est-ce qu'il y a, par exemple, des reconnaissances, je ne sais pas moi que ce soit, si un élève qui a un B2, par exemple, est-ce qu'on pourrait reconnaître puis dire vous êtes exempté du test parce que de la fonction publique, parce que vous avez un tel niveau, ou même avec le Canadian Benchmark, de dire moi j'ai atteint un tel niveau, ça a l'équivalence au niveau de vos tests à vous? Oui, il y a d'autres défis reliés à ça. Par exemple, il y a le DELF en français, mais il n'y a pas un DELF en anglais. Donc, il y a des tests en anglais, mais ils ne sont pas exactement pareils que le DELF. Et aussi, nos normes sont vraiment ciblées sur le monde du travail. Et la grande majorité des tests, il y a un DELF qui est relié au monde professionnel, mais ce n'est pas le DELF qui était administré dans les écoles. Et aussi, il y a une chose de plus, dans l'évaluation des candidats pour la dotation, il faut qu'on évalue chacune des qualifications séparément. Donc, pour chaque poste, il y a un niveau B, C, B pour chacune des compétences. Et je pense pour l'évaluation, avec le DELF, il y a un niveau B2 et une partie pourrait être un peu moins qu'une B2, l'autre un peu plus haut. Donc, on ne peut pas dire que la personne est B2 dans les 3 compétences. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, si je peux juste rajouter, justement, et pour répondre à... Non, j'ai le mien. Si je peux rajouter, parce que ça, justement, je suis bien contente que cette question ressorte, parce qu'elle ressort souvent, on se dit, mais quel pays de fou! Il y a au moins 3 cadres, parce qu'il y a Citizenship and Immigration, le Canadian Language Benchmarks, il y a les normes linguistiques du gouvernement, il y a le cadre européen dans les conseils scolaires, n'est-ce pas? Puis ils ont tous les A et les B et les C, mais un A ne correspond pas à l'autre A, et le B ne correspond pas au B. Puis justement, l'élève qui sort de l'école secondaire qui dit « mais moi j'ai un B2, pourquoi j'ai un A au gouvernement ou quelque chose, pourquoi je ne peux pas avoir un B2 ?» Et si tu es immigrant et tu sais que tu passes par l'école, donc tu es d'abord dans les benchmarks, après tu passes au cadre européen, et une fois que tu es au travail, tu passes dans une autre affaire, puis à chaque fois... Mais en fait, il y a une logique derrière ça, ça a l'air faux, mais il y a une logique derrière ça, c'est qu'on est un pays bilingue. Ça veut dire qu'on a vraiment des politiques linguistiques de gestion des 2 langues à des endroits surtout cruciaux. Donc, justement, à l'immigration, il y a des politiques d'immigration, puis les politiques linguistiques sont liées à ça. Donc, on demande certaines choses bien particulières des immigrants. Donc, quand tu arrives justement à un point où on dit, OK, ça, c'est le clivage, le niveau de clivage, tu peux être citoyen ou tu ne peux pas être citoyen. Cet endroit-là, il ne peut pas être le cadre européen, juste le B1 ou le B2, parce que il va être trop large. On demande vraiment des choses très, très particulières à un immigrant pour lui donner la citoyenneté. Et la même chose chez Jennifer, pour la fonction publique, on demande des choses bien particulières qui, des fois, peuvent être le B2, des fois, ils peuvent être le C1, mais c'est quand même la même exigence. Donc, c'est lié, je pense que si on a... Moi, j'appelle ça, moi, personnellement, j'appelle ça les cadres fonctionnels ou les cadres opératoires, si tu veux, pour des choses très concrètes, contrairement à un cadre interface, qui est le cadre européen, finalement, au moins ici. Oui, Jennifer. Je vais faire un commentaire parce que je crois que c'est pour ça que nous sommes tous ici, n'est-ce pas? Il me semble que dans le futur, il y a des possibilités énormes et j'espère qu'éventuellement les 2 Jennifer vont continuer la discussion. Quand on avait commencé cette étape il y a 4 ans, on était un des premiers conseils scolaires dans le pays
qui avait mis en place une mesure comme ça à la fin de la 12e année qui n'était pas obligatoire. C'est l'élève qui décide s'il veut le faire ou pas. Et puis, je me souviens, quand on avait introduit ce sujet-là, il y avait des conseillers dans mon conseil scolaire qui m'avaient dit « Mais Jennifer, tu es folle. Est-ce que tu penses que les enfants vont être motivés pour continuer en français en leur donnant un examen ?» Puis 4 ans plus tard, c'est fou le nombre d'élèves qui s'intéressent. Les parents, tout au début, ils nous posaient des questions. Est-ce qu'il y aura, naturellement, on vit dans une ville où il y a énormément de fonctions publiques, alors tout de suite les parents nous demandaient, est-ce qu'il y aura une équivalence? Et on avait dit, au début, c'est à nous à voir comment ça peut marcher dans les écoles. Il faut vraiment piloter ça dans les écoles, il faut voir s'il y a l'intérêt des élèves, il faut voir s'il y a l'intérêt des profs, des parents. Après 4 ans, on sait que c'est oui. Quand je sais avec la fonction publique qu'il y aura éventuellement un énorme besoin d'employés. C'est une fonction publique qui est en train de changer avec les gens qui prennent la retraite, etc., etc. Il me semble qu'on a une très bonne opportunité d'essayer de faire un petit pilotage pour voir déjà, on sait que A, B et C, c'est différent que le DELF. Mais est-ce qu'on peut essayer d'avoir un système où il y aurait une équivalence entre les deux pour comparer les deux niveaux? Est-ce qu'on pourrait prendre un petit pilote pour voir les élèves qui sortent, qui ont la qualification de B2 avec le DELF? Est-ce qu'ils pourraient entrer directement dans la fonction publique pour épargner énormément de sous et énormément de travail pour la fonction publique? Je vois la même chose avec les universités. On est très, très content de travailler avec l'Université d'Ottawa pour voir avec les élèves qui sortent, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler ensemble, pour nos élèves de savoir à la fin de la 12e année s'ils sortent avec quelque chose, que ça va être valide dans les universités. Quelle bonne idée. Alors, je vais laisser ça avec un petit peu d'espoir. Je crois que tout est possible et j'espère qu'on va travailler ensemble. Can I actually ask a question again to Jennifer Adams? I think I can't remember what exactly you said in French, but you put it very nicely, saying that bilingualism is not a black and white phenomenon. I believe that's what you said, and it's very interesting for me. I'm going to ask you, I guess, a fairly difficult question, but why do you think there was this perception in the population of your board? Did it come from the parents? Did it come from the students? Did it come from the teachers, or perhaps from the larger society? And how did we come to face this perception as opposed to the continuum of different bilingual abilities? I think it's a combination of all of those things, and I think it's historical. I come from Thunder Bay and was raised with a name like Jennifer Adams. Certainly did not have any French instruction until I was in grade 5 and was in a core French program. And I remember growing up and wanting to learn the language and to desperately be bilingual and never quite understanding what does bilingual mean. And I think when I watch Denis working with our teachers now, what we're trying to do is we're trying to say, everything that you do in your language is a step towards being useful in that language. And what can you do, not what can't you do? And really flipping the instruction. One of the things that we heard loudly and clearly from students is oral communication is principal. Because if they don't feel confident walking out the classroom door or walking out the door of the school at the end of the day or at the end of their cycle, it's lost. So a real shift in instructional practice to say, let's put the cahier d'exercice en arrière, and let's have spontaneous interactive communication happening. We've got methodologies now that we've got such an advantage. The ability, it's not just the linguistic competency of the teacher up at the front anymore that's giving that level of linguistic competency to the students. We've got technology, we can have access to radio stations around the world, they're online learning, all sorts of things that they can be doing. And so that's the work that Denis has been doing. And the really interesting thing is we've had kind of a couple of different results. First of all, kids are more confident in actually speaking.
Our teachers are more competent. We have many teachers that are not francophone, they're anglophone or come from other language bases. They're more confident. The kids are enjoying the classes. And we have far greater numbers, and I have the statistics to show it. Since we did this study, and Denis and his teams have been working with the teachers on instructional practices, we have far more students going beyond grade 9 core French and going on to grades 10, 11, and 12. And we have far more students in French immersion that are continuing to take their courses in immersion throughout secondary school as well. The kids like to be able to do something with the language, and it has to be authentic and meaningful, and writing exercises in workbooks may be a little piece that needs to happen every once in a while, but that's not what's going to either turn them on to language learning or help them develop their competency. We've got teachers that are working really hard on that, and we're seeing differences in our classrooms. Can I just make a comment before we? Oui. Okay, sorry about that. C'est Because le dernier. Okay, we did talk about what's going on in Ontario, and I was in Thunder Bay in January, and part of I think our old culture was that in some parts of the country, being bilingual doesn't matter, but there's significant change in that thinking. And when I was in Thunder Bay, like part of the discussion for them was that it does matter everywhere. That second language acquisition has got to be part of Canadian culture. Not that we do it because we're forced or we're trapped, but it's got to become one of our value. And that's why, to me, I've got no issue talking about the Common European Framework, because if we can borrow that value from the Europeans, I think this is going to help this culture, so that that language is not always political. Language is about developing your brain. And then if you have 2 languages, maybe we're thinking 3 languages, and multi-language is going to help this country. And the people there's a nice buy-in about that across Ontario. The Common European Framework is really shaping the thinking around second language acquisition, and in a very positive way. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous. Merci.